L'histoire des Juifs d'Eretz Israël. Racontée par Gérard Inger. Je vous disais la dernière fois que l'Europe et les grandes puissances occidentales, à l'extrême fin du XVIIIe siècle et à l'orée du XIXe, s'intéressent de plus près à la Palestine et à Eretz Israël pour une raison bien simple, c'est qu'en 1798, le directoire de la Révolution française envoie en Égypte un général, un certain Napoléon Bonaparte, pour occuper l'Égypte et pour couper la route des Indes aux Anglais. Il y a un troisième motif qui n'est pas dit, c'est qu'ils étaient très contents au directoire de se séparer d'un général victorieux deux fois en Italie et qui commençait peut-être à leur poser des problèmes parce qu'ils se disaient que s'il restait là, il allait sans doute faire un coup d'État. Donc on l'envoie en Égypte. Et là, tout le monde connaît la campagne d'Égypte. D'abord les victoires, la bataille des pyramides. Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. La conquête de l'Égypte et la prise du Caire. Oui, très bien, bravo. Sauf que la flotte française qui a conduit Napoléon et les troupes, et les savants aussi d'ailleurs, en Égypte, eh bien, elle se fait démolir par l'amiral Nelson, qui laisse la vie, à aboutir. Et donc, l'armée française est prisonnière en Égypte, elle ne peut plus partir, il n'y a plus de flotte. Donc, Napoléon va pas ronger son frein, Napoléon Bonaparte va pas rester là. Et il part pour le nord, conquérir la Palestine et remonter, si possible, vers Damas et Istanbul. Donc, il part, il remonte vers Gaza, Jaffa. Il gagne une bataille au mont Tabor et il envoie des communiqués flamboyants au mont Tabor sur ses victoires qui impressionnent les Français parce que ces noms bibliques marquent naturellement leur esprit. Il aurait même fait, je mets le conditionnel parce qu'il n'est pas du tout certain que ce soit vrai, mais ça a été rapporté, on a des traductions de textes qui sont peut-être pas véritables, ces proclamations, ou du moins cette proclamation de Bonaparte appelant les Juifs d'Asie et d'Afrique à le soutenir et pour venir en Terre Sainte reconstituer un foyer juif et une nation juive. Oui, j'ai tendance personnellement à pas trop croire ce texte, même si d'autres sont convaincus du contraire. Parce que Bonaparte n'était pas véritablement un philosémite. On en a parlé l'année dernière dans l'histoire des Juifs de France. Et à cette époque-là, je ne crois pas que vraiment les Juifs le préoccupent. Toujours est-il que le texte existe ou n'existe pas, mais il est connu et on en parle souvent. Et Bonaparte met le siège devant Saint-Jean-d'Acre, à Caux, où il y a quelques juifs qui se sont installés au XVIIIe siècle. Il y avait très peu de juifs avant, sinon il n'y en avait même pas. Et où ils soutiennent le siège avec Djezar Pacha, celui qui a combattu et pris la place de Daïr el-Omar, qui est un pacha parfaitement sanguinaire, appelé le Boucher, qui a laissé en revanche une mosquée turque de belle allure, la mosquée Djezar Pacha à Caux, que les touristes ne manquent pas de visiter aujourd'hui. Et Napoléon n'arrive pas à briser les murailles de Saint-Jean-d'Acre, défendu également par une partie de la flotte anglaise. Et donc, il regagne l'Égypte, en passant à nouveau par Jaffa. C'est l'épisode des pestiférés de Jaffa qu'on trouve sur la toile de Gros. Et il rentre en France, où les craintes du directoire se révèlent justes, puisque le 18 Brumaire, en novembre 1799, il fait un coup d'État et il prend le pouvoir. À partir de là, on s'est aperçu, et en Europe occidentale, on a vu que
la Palestine, ça existait et que ça pouvait être un enjeu politique à une époque où l'Empire ottoman avait tendance à connaître des difficultés. Et la Palestine va continuer à jouer ce rôle politique quand, quelques décennies plus tard, en 1840, le pacha d'Égypte, Mehmet Ali, marche sur Istanbul contre le sultan, son suzerain, et occupe à nouveau la Palestine. Et là, les puissances occidentales se divisent. Toutes soutiennent le sultan, sauf la France qui soutient Mehmet Ali. Et à cause de l'Égypte et de la Palestine, il y a un risque de guerre qui est finalement évité par Louis-Philippe, mais on n'est pas passé loin d'une guerre à nouveau entre la France et le reste de l'Europe. Quant aux chrétiens, ils prennent l'habitude de faire ce qu'ils appellent des voyages en Orient, et ils passent très souvent par la Palestine, Eretz Israël, et donc au début, ils n'ont aucune sympathie pour les Juifs, voire Chateaubriand, son itinéraire de Paris à Jérusalem, paru en 1811, où il décrit une population juive misérable et qui, dans son esprit, l'a bien mérité, puisqu'elle ne reconnaît pas la divinité du Christ et la vérité de l'Évangile. Mais les choses changent. Les choses changent et peu à peu, peut-être sous la montée des nationalismes en Europe, on a davantage de sympathie pour les Juifs. En 1819, Lord Byron écrit ses Hebrew Melodies, et ce sont des paroles très favorables aux Juifs et à leur amour de Sion. En 1833, Lamartine fait un voyage également en Orient et rêve du retour à Sion d'une population juive qui permettrait de faire refleurir le désert. On assiste donc à un mouvement de sympathie qui est favorable aux Juifs et à leur retour sur leur terre ancestrale. Et à partir de 1840, les choses vont commencer à prendre une autre tournure, cette fois non plus dans les rêves des poètes, mais dans la réalité.